Bonjour à tous. J'imagine que, comme à moi, l'été vous manque. Et en ce début décembre, j'ai pensé à vous et à votre santé mentale. Au programme, une bonne grosse dose de chaleur commence à en faire dans le sud avec la faune locale qui sait vous réchauffer les cœurs. Alors qu'on se les pèle déjà depuis de trop longues semaines. Et voilà, on démarre tout neuf. Et là, vous vous demandez probablement ce que je fous à côté de ce moteur. Et en fait, vous aurez loupé le plus important, à savoir qu'au cul de ce moteur, il y a une boîte. Ceci étant un V12 Aston, je vous laisse deviner pourquoi cette transmission est si importante pour moi et pourquoi j'ai choisi de ramener l'ensemble à côté de notre patiente anglaise. Trouver une prise correcte. Ce groupe motopropulseur a été démonté d'une DB7 ayant péri dans les flammes d'un incendie de hangar qui a laissé sur le carreau quelques beaux exemplaires automobiles. Fort heureusement, il semblerait que la boîte ait été préservée. Le moteur, lui, laisse dubitatif. On fera le bilan de son potentiel plus tard. Pour le moment, l'important est de réussir à charger tout ça dans notre incontournable atelier roulant. Le ML320 qui a déjà à son actif le transport d'un V12 et de deux V8. Même si vous pouvez en effet être enviable de la chaleur néanmoins suffocante de ce mois d'août, le terrain meuble ne rend pas le déplacement de la chef facile et il faut ruser un peu. Pour m'assister lors de cette opération, j'ai la chance de pouvoir compter sur Jacques, mon beau-père, ainsi que sur le vendeur, Franck, qui est également une personne de goût ayant en sa possession une autre belle anglaise. Non, c'est pas tellement appuyé, c'est voilà. Il est là. Ouais, mais maintenant, ça va être quelqu'un aider le capitaine. Ils sont tous un peu, non? D'accord. On entendu que Mercedes a repris Aston. Cette périlleuse mission accomplie, il ne nous reste plus qu'à profiter de la fin de ce petit séjour en Ardèche. Le trajet retour est accompli tranquillement avec, heureusement, une clim fonctionnelle. Derrière. Notez ici l'utilité d'un toit ouvrant pour vérifier un passage un peu juste en hauteur. L'extraction du moteur est un moment bien choisi pour faire preuve d'ingéniosité, la hauteur de levage étant limitée par le toit et les trains roulants du ML gênant un peu le passage des pieds de la chèvre. On va commencer par gagner quelques kilos en vidangeant le carter d'huile doté de 2 compartiments et donc de 2 bouchons. On retrouve une quantité heureusement minime d'eau au-dessus de laquelle flotte une huile qui n'est pas très propre mais qui a une viscosité normale. Et c'est parti pour libérer la place au bénéfice de la DB7. Pas question de la laisser dehors de nouveau.
Après avoir retiré l'ensemble des vis du carter d'huile, je peux démonter la crépine et son tuyau, ainsi que le carter anti-déjaugeage. Seule surprise à ce stade, le tamis de la crépine a retenu une coquille de pistache, probablement les restes d'un apéro chez Aston. Le but de la manœuvre est d'aller inspecter le bas moteur. Sans rien démonter, on peut déjà admirer l'état des pièces visibles. La dépose des chapeaux de bielle révèle un vilebrequin et des coussinets dans un état irréprochable. On a peut-être ici un candidat pour un futur sauvetage. Il nous reste cependant à vérifier que le haut moteur soit dans un état acceptable également, et à faire très attention à ne pas faire entrer de débris dans le moteur, sachant que beaucoup de composites ont fondu et sont venus se ficher dans la vallée entre les deux culasses. Certaines bobines ont eu chaud, mais d'autres sont encore fonctionnelles et à garder de côté au cas où. Les arbres à cames sont localement légèrement corrodés en surface, mais heureusement pas sur les cames, ce qui représente donc pas vraiment de risque au fonctionnement.
Les pièces de distribution semblent plutôt en bon état, mais je les remplacerai par précaution compte tenu des températures élevées probablement atteintes lors du sinistre. A l'issue, je serai en mesure de prendre les compressions de ce moteur puisque le démarreur démonté plus tôt est étonnamment encore fonctionnel. Même principe de précaution en ce qui concerne la boîte. Elle est censée avoir été rénovée peu de temps avant l'incendie, mais je vais tout de même remplacer les joints SPI ainsi que le récepteur d'embrayage et sa canalisation. Pour remplacer le joint SPI d'entrée de boîte, il faut déposer la cloche et faire particulièrement attention à ne pas faire venir l'arbre primaire avec. J'espère qu'à l'occasion de ces opérations, c'est la dernière fois que je vois les internes de cette boîte. L'opération d'échange entre les deux transmissions s'annonce d'ailleurs moyennement amusante, mais bon, si le résultat est là, ça vaut clairement l'effort à fournir. À vue d'œil et compte tenu de l'état du liquide de transmission, la théorie de la rénovation semble assez plausible. Lors de la remise en place de la cloche, il faut être bien vigilant à ce que les roulements d'arbres viennent correctement se caler contre leur piste de fonctionnement. Ceci étant fait, je continue ma lancée des opérations préventives avec le remplacement du thermostat par un neuf. J'ai trouvé une équivalence avec de la pièce de poids lourd, ce qui me vaut une économie toujours bienvenue d'une bonne centaine d'euros. Une bonne demi-heure pour ce remplacement et 11 litres de liquide de refroidissement dont la purge se fait automatiquement au moment du remplissage. Le vase étant visiblement l'élément le plus haut du circuit. Un motif de stress en moins dont ne peuvent pas, par exemple, se targuer les BMW sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. On abandonne momentanément ces opérations un peu austères pour se faire un petit plaisir. Peut-être avez-vous remarqué que dans le ML, en plus d'un moteur, il y avait également des tubes et autres gamelles non identifiées. C'est que dans le lot de pièces récupérées, il y avait également une ligne complète, et pas n'importe quelle ligne puisqu'il s'agit d'un système optionnel sur la DB7, à savoir l'échappement sport. Alors je ne sais pas combien coûtait cette petite fantaisie, mais en réalité la seule différence qui joue sur la sonorité mécanique, c'est l'ablation de deux silencieux situés après l'intermédiaire. L'autre différence est purement esthétique, avec des embouts de silencieux plus gros et dont la découpe n'est pas biseautée comme sur la pièce standard. Moralité, si vous n'en trouvez pas, le mieux est très probablement de remplacer ces deux silencieux par des tubes. Un chaudronnier vous fera probablement ça pour moins de 100 €. Pour rappel, puisque j'en avais déjà parlé, en standard, ce V12 se contente de miauler comme un chaton. Et je trouvais ça un peu navrant. J'ai l'impression de ne pas en profiter vraiment. Ah merde, c'est l'heure de mon cours d'aquaponie. Je suis désolé, je dois y aller. Mais la suite dans quelques jours, hein. Promis.